Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du jeudi 4 juin. Dans le cadre de cette séquence, nous allons traiter le chapitre 10 et donc nous intéresser aux transformations nucléaires. Alors, on commence par revenir sur des notions déjà abordées, sans parler du fait que ça a été abordé dans les activités qu'on a traitées la semaine dernière, mais même en début d'année. Donc la notion d'élément chimique et celle d'isotope. Donc un élément chimique, il est caractérisé par son numéro atomique. Donc toutes les entités chimiques qui ont le même numéro atomique Z, et bien donc le même nombre de protons, hein, je rappelle que Z c'est le nombre de protons, et bien toutes ces entités font partie du même élément chimique. Et donc les noyaux d'un élément chimique ont le même nombre de protons Z et donc le même symbole chimique X. Là par exemple ici on a un exemple avec le carbone 14, on dit carbone 14 parce qu'il a 14 nucléons. Le nombre en haut à gauche c'est le nombre de nucléons, donc nombre de protons plus nombre de neutrons. En bas à gauche on a le nombre de protons, et comme on a 6 protons, tous les éléments qui ont 6 protons sont du carbone. Donc le carbone avec 13 nucléons ou le carbone avec 12 nucléons qui est le plus abondant, et bien comme on a Z égale 6. Quelques éléments chimiques ici, hydrogène, carbone, azote, oxygène, chlore, avec leur numéro atomique correspondant. Alors, le noyau d'un atome ou d'un ion de symbole chimique X donc comporte Z protons et A nucléons, ils sont notés comme ça, AZX, mais il se trouve que certains noyaux ont le même numéro atomique Z, mais des nombres de neutrons ou des nombres des nombres de neutrons, donc des nombres de nucléons différents. Et donc on qualifie ces noyaux d'isotopes, hein. Deux noyaux isotopes ont le même numéro atomique, Z, donc le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons, donc pas le même nombre de nucléons. Donc ils ont le même Z, mais pas le même A. Exemple ici, avec le cuivre 2963 et le cuivre 2965, ils ont évidemment le même Z, puisque c'est l'élément cuivre. Toutes les entités chimiques qui ont un numéro atomique égal à 29 font partie de l'élément cuivre, mais ils ont un nombre de nucléons différents, donc on dit que ces deux noyaux sont isotopes. Donc nombre de nucléons différents, donc nombre de neutrons différents, puisque le nombre de nucléons, je rappelle, c'est nombre de protons plus nombre de neutrons. Alors, ce qui est, pour les réactions chimiques, ce qui est important, c'est la structure du cortège électronique, c'est-à-dire les électrons. Parce qu'en fait, quand les atomes se rencontrent, ou quand les ions se rencontrent pour que des réactions chimiques aient lieu, eh bien, ils se rencontrent par leurs électrons. Puisqu'en fait, un atome, c'est un noyau au cœur de l'atome et autour des électrons qui se répartissent comme ça en cortège électronique. Et donc en fait, ce qui va donner les propriétés chimiques à un atome, c'est la structure du cortège électronique. Donc deux noyaux isotopes, ils ont le même nombre de protons, ils auront le même nombre d'électrons, donc le même cortège électronique. Et bien donc leur réactivité chimique sera la même. Le fait d'avoir un nombre de neutrons qui varie n'aura aucune influence sur la réactivité chimique. Alors maintenant, dans les chapitres précédents, on a parlé de transformation physique. Donc on avait les mêmes espèces chimiques avant la flèche, après la flèche. La seule chose qui changeait, c'était l'état physique. Passer par exemple de l'état solide à l'état liquide. On a parlé des transformations chimiques avec des réactifs et des produits donc de part et d'autre de la flèche, et on avait conservation des éléments et conservation de la charge. Et là, on va parler des transformations nucléaires. Et donc, lorsqu'on a une transformation nucléaire, on a un ou plusieurs noyaux réactifs qui vont se transformer en nouveaux noyaux. Donc, les éléments chimiques ne vont pas être conservés. On pourra avoir un rayonnement gamma émis éventuellement. Un rayonnement gamma, c'est une onde électromagnétique comme la lumière, comme les infrarouges, comme les ultraviolets, comme les micro-ondes. La particularité de ce rayonnement, c'est qu'il est très énergétique, c'est le plus énergétique. Alors, ce qui peut être dangereux, hein, par exemple dans le cas de réactions nucléaires mal contrôlées ou pas contrôlées, comme par exemple la centrale de Fukushima Daiichi il y a quelques années, mais ça peut être aussi positif quand on fait de la radiothérapie dans le traitement du cancer. Eh bien, les rayonnements émis qui vont tuer les tumeurs cancéreuses sont des rayonnements, souvent des rayonnements gamma. Alors, une petite présentation ici de la radioactivité et des réactions nucléaires. Ah, donc là, on s'intéresse à la structure de la matière. Donc, dans un atome, vous le savez, on a un noyau
constitué de protons et de neutrons autour duquel tournent les électrons dans le cortège électronique. Donc on l'a vu, protons et neutrons ici. Donc les neutrons et les protons sont liés entre eux par une force qu'on appelle l'interaction forte, plutôt que l'interaction nucléaire d'ailleurs. Et souvent elle est suffisante pour les maintenir ensemble. Dans ce cas-là on dit que le noyau est stable, mais parfois elle ne l'est pas. Et dans ce cas-là on a un noyau instable. Donc certains noyaux trop gros ou trop énergétiques font que l'interaction forte ne peut pas les maintenir, ne peut pas maintenir ces noyaux. Et donc on a des noyaux instables qui vont se désintégrer en émettant des rayonnements, et donc on appelle ça la radioactivité. Donc 3 types de radioactivité, vous n'avez pas à retenir les différents types de radioactivité, mais bon, on en a 3, alpha, bêta, et dans bêta on a même bêta moins et bêta plus, et gamma. Donc chacune de ces... là on a 3 types différents de radioactivité, donc alpha, avec émission d'un noyau, vous reconnaissez un noyau avec 2 protons et 2 neutrons, donc on l'appelle le noyau alpha, en fait c'est de l'hélium 4, 4 parce qu'il y a 4 nucléons, et hélium parce qu'on a 2 protons, donc Z égale 2. Ici, bêta, bien, on a émission soit d'un électron, soit d'un positon, donc bêta, suivant que ce soit un bêta moins, donc c'est l'électron, bêta plus ce sera un positon, et rayonnement gamma. Ici, c'est juste, donc radioactivité gamma, c'est juste des ondes électromagnétiques qui sont émises. Donc là, voilà, on en a parlé. Là aussi, donc le positon, c'est ce qu'on appelle l'antiparticule de l'électron, c'est de l'antimatière. Mais bon, ça, on ne reviendra pas trop là-dessus. Pour ceux qui continueront l'aspect physique, on aura l'occasion d'y revenir. Et même en enseignement scientifique d'ailleurs, en première vous en parlerez également. Alors, les équations de réaction nucléaire, donc on a des particules de part et d'autre de la flèche, mais ces particules, eh bien, on n'a pas de conservation des éléments, comme on l'avait dans le cadre de la transformation chimique. Mais par contre, on a quand même 2 règles de conservation. On va avoir conservation du nombre de masses, alors A c'est le nombre de masses, et conservation du nombre de charges. Donc là vous avez un exemple ici. Donc c'est la désintégration du carbone 14. On voit que cette désintégration elle donne de l'azote 14 et une particule avec un nombre de masse qui vaut 0, donc on n'a aucun nucléon, et un nombre de charges qui vaut moins 1, donc il est chargé moins 1. Donc cette particule qui est chargée, qui a une charge moins E, eh bien c'est l'électron. Ici vous avez quelques particules qu'il est bon de connaître. Le neutron, eh bien il a 0 charge, mais il a un nucléon, le neutron. Le proton, il a donc un nucléon, le proton, et un proton, ici. Le positon, l'antiparticule de l'électron, donc il a 0 nucléon et une charge positive plus E, et l'électron, 0 nucléon et une charge négative moins E, c'est leur symbole. Donc là, si on regarde bien cette équation de transformation nucléaire, on voit que on a conservation du nombre de masses, c'est-à-dire que le nombre A ici est conservé, on en a 14 à gauche et 14 plus 0 à droite, et on a conservation du nombre de charges, on en a Z égale 6 à gauche et Z égale 7 moins 1 à droite, donc on a et conservation du nombre de masse et conservation du nombre de charges. Alors, dans les centrales nucléaires, dont la France est le champion du monde, hein, c'est nous qui produisons le plus d'énergie électrique au format nucléaire au monde, enfin, grâce à l'énergie nucléaire au monde. Et donc dans les centrales nucléaires, ce qu'on utilise c'est une transformation nucléaire, donc qui s'appelle la fission nucléaire. Alors c'est une transformation au cours de laquelle on prend un gros noyau qu'on appelle un noyau fissile, c'est-à-dire qu'on peut le fissionner, le casser, et ce gros noyau on va le bon neutron. Ça va casser ce gros noyau en 2 noyaux dits fils qui sont plus petits. Donc là on a le noyau père bombardé par un neutron et on obtient 2 noyaux fils plus petits, et ça va aussi émettre des neutrons qui vont pouvoir casser de nouveau des noyaux d'uranium, et la réaction continue comme ça. C'est une réaction en chaîne, et donc l'importance ici est de bien maîtriser cette réaction nucléaire pour pas que le cœur du réacteur, enfin que la réaction s'emballe et que le cœur du réacteur fonde. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, parce que la réaction avait été mal maîtrisée.
Alors, donc une démonstration ici, une illustration de la fission. Donc on a un neutron qui vient frapper un noyau et le divise en deux parties, donc un gros noyau. Donc cette réaction est une réaction de fission. Donc le noyau qui peut se casser en deux est difficile, comme l'uranium 235. Ça s'accompagne d'un grand dégagement d'énergie qui sert à chauffer de l'eau pour produire de l'électricité. Donc ça fait tourner des turbines devant des aimants et donc ça produit de l'électricité. Et c'est 70 à 80%, enfin, disons 70% de l'électricité en France est produite de cette manière dans des centrales nucléaires qui utilisent la fission nucléaire. Donc dans les réacteurs nucléaires, et donc là il faut faire bien attention à bien maîtriser la réaction puisque on voit que la réaction nucléaire produit plus de neutrons qu'elle n'en consomme, donc il faut maîtriser ces réactions pour pas que la réaction s'emballe. Alors, autre réaction nucléaire qui se passe cette fois-ci dans les étoiles, en particulier dans le Soleil, mais dans toutes les étoiles, c'est une réaction de fusion nucléaire. Donc la réaction de fusion nucléaire, c'est une réaction où des petits noyaux fusionnent pour former des noyaux plus gros et produisent de l'énergie. Là, en fait, on avait un gros noyau pour la réaction de fission qui était cassé par un petit neutron et qui produisait de l'énergie. Là, on a deux petits noyaux qui fusionnent pour produire un noyau plus gros et ça produit de l'énergie. Donc, c'est ce qui permet aux étoiles de produire leur énergie et donc de briller, de produire entre autres de la lumière visible. Et donc, cette réaction de fusion elle est maîtrisée en laboratoire. On sait faire de la fusion dans ce qu'on appelle des tokamaks en laboratoire. Mais à l'échelle industrielle, on ne sait pas encore le faire. Alors il y a un projet mondial qui se déroule dans le sud-est de la France, à Cadarache, projet dit ITER, qui est normalement ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire qu'il doit être capable de montrer qu'une centrale nucléaire avec de la fusion pourrait fonctionner. Alors deux gros avantages. Le premier, c'est que les centrales à fission, donc celles qu'on utilise nous, produisent des déchets nucléaires qui doivent être stockés pendant des dizaines de milliers d'années. Et ça, c'est un problème. Hein, et ces déchets sont radioactifs, dangereux. Deuxième avantage, c'est que les matières premières, qui sont des isotopes de l'hydrogène, eh bien, sont abondants. Alors que la matière première uranium 235, on en a à peu près 60 ans de réserve, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc c'est les deux avantages principaux. Le problème, c'est que on est obligé de confiner les noyaux de manière à ce qu'ils fusionnent, et donc il faut une très grande densité de matière et une énorme température. Donc là, dans le Soleil, ça fonctionne avec 15 millions de degrés Celsius, mais là sur Terre, on essaie de la faire fonctionner avec des températures encore plus élevées, de l'ordre de 50 à 100 millions de degrés Celsius. Donc si on arrive à le faire, on réglerait beaucoup de problèmes énergétiques sur Terre, parce qu'en fait, à masse égale, l'énergie libérée par les réactions de fusion nucléaire, elle est 10 millions de fois plus grande que la combustion du pétrole et 100 fois supérieure à celle des réactions de fission nucléaire. Donc bon, intérêt certain, mais pour l'instant ça fonctionne en laboratoire, mais pas à échelle industrielle. Alors ici, donc une illustration de la fusion nucléaire. Donc, voilà, donc deux petits noyaux qui fusionnent pour former un plus gros noyau. Donc exemple ici tritium, deutérium, qui sont juste des isotopes de l'hydrogène et qui vont former l'hélium. Donc le deutérium c'est l'hydrogène 2, le tritium c'est l'hydrogène 3. Quand on dit hydrogène 2, c'est-à-dire que le nombre de masse il vaut 2, et hydrogène 3, le nombre de masse est égal à 3. Donc ça veut dire que l'hydrogène 2 a un proton et un neutron, l'hydrogène 3 a un proton et deux neutrons, l'hydrogène traditionnel, c'est l'hydrogène 1, il a un proton et 0 neutron. C'est l'huile qui est le plus abondant. Cette réaction n'est pas facile à obtenir, il faut des températures donc de l'ordre de 100 millions de degrés Celsius. Et dans le cœur du Soleil, eh bien, la réaction a lieu comme dans le cœur de toutes les étoiles. Alors là, vous avez un exemple de tous les... Enfin, pas un exemple, c'est une carte exhaustive de tous les noyaux existants. Et donc vous voyez qu'en fait, les noyaux stables, c'est uniquement ceux qui sont en rouge ici. Donc ils ne sont pas si nombreux que ça.
On a ceux qui sont en jaune, c'est ceux qui vont se désintégrer en bêta+, en bleu ceux qui se désintègrent en bêta-, en vert ceux qui se désintègrent en alpha. Bon, voilà. Donc ici on a tous ces neutrons, enfin tous ces noyaux, pardon. Et donc seuls les rouges sont stables. Alors, dernière chose dans ce chapitre, qui permet de faire un bilan des deux précédents également. Vous devez être capable en regardant une transformation qui vous est présentée, de dire s'il s'agit d'une transformation chimique, physique ou nucléaire. Donc à chaque fois vous avez une réaction, et en regardant la réaction, vous devez dire si on a affaire à une réaction chimique, physique ou nucléaire. Donc quand on a une transformation physique, les réactifs et les produits, c'est les mêmes espèces chimiques. La seule chose qui change, c'est l'état physique. Donc par exemple ici, H2O liquide donne H2O gazeux. C'est ce qu'on voit dans la casserole ici. Donc là, quand l'eau liquide passe à l'état vapeur, on a une transformation physique. Transformation chimique. Donc les réactifs et les produits correspondent à des espèces chimiques différentes. On a des réarrangements d'atomes, des liaisons qui se rompent, des liaisons qui se forment. Mais par contre, on a conservation des éléments chimiques. Les éléments qu'on a à gauche de la flèche et les éléments qu'on a à droite de la flèche, on va les retrouver dans le même nombre. Les mêmes éléments dans le même nombre. Et conservation aussi de la charge électrique. Exemple là, c'est ce qui se passe ici pour la combustion du méthane, donc le gaz de ville. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. On voit bien que à gauche de la flèche, on a un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes. À droite de la flèche, on a un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes. Donc on a conservation des éléments, conservation de la charge aussi, puisque la charge à gauche est nulle et la charge à droite est nulle. Donc ça, c'est les transformations chimiques. Et enfin, les transformations nucléaires. Eh bien, les réactifs et les produits correspondent à des éléments chimiques différents, mais on a quand même deux règles de conservation. Conservation du nombre de masse A et conservation du nombre de charge Z. Donc ici, exemple, désintégration alpha du polonium, qui se transforme en plomb 214 et en hélium, donc l'hélium 4. On remarque que le nombre de masse, il est conservé, 218 c'est bien égal à 214 plus 4, et le nombre de charges, il est conservé, 84 c'est bien égal à 82 plus 2. Récapitulatif ici, avec les isotopes, l'écriture conventionnelle du noyau, enfin les éléments chimiques, l'écriture conventionnelle du noyau et les isotopes. La transformation nucléaire, donc on n'a pas conservation des éléments chimiques, mais par contre on a conservation du nombre de masse et conservation du nombre de charges. C'est ce qu'on voit ici. Et vous devez être capable de distinguer les trois types de transformation physique, chimique et nucléaire. Donc voilà, donc, on va faire des exercices aussi là-dessus, c'est ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Alors avant que l'on ne se quitte, dernière chose que vous devez toujours faire, vous vérifiez les compétences exigibles pour vous assurer d'avoir bien compris le chapitre. Donc vous devez être capable d'identifier les isotopes, de relier, c'est-à-dire que savoir que l'énergie convertie dans le soleil et dans les centrales nucléaires, eh bien c'est des réactions nucléaires, c'est des transformations nucléaires. Vous devez être capable de savoir si une transformation, c'est une transformation physique, chimique ou nucléaire à partir de sa description ou de son écriture symbolique. Et vous devez être capable d'écrire des transformations nucléaires. On le refera ça dans les exercices. Donc pour clore le tout, une petite vidéo bilan avec 3 petits exercices. Le symbole est celui de l'élément chimique correspondant. Le nombre en haut à gauche, donc A, est appelé le nombre de masse. Il correspond au nombre de nucléons. Le nombre en bas à gauche, BZ, est appelé numéro atomique. Il correspond au nombre de protons. Le nombre de nucléons est égal à la somme des protons et des neutrons. En particules, l'écriture conventionnelle d'un noyau, telle que celle du noyau d'hélium 4, permet de déterminer son nombre de nucléons égal à 4 et son nombre de protons égal à 2. D'autres particules, telles que l'électron ou le positon, s'écrivent conventionnellement sur le même modèle. Pour ces particules, le nombre en haut à gauche représente toujours le nombre de nucléons, mais le nombre en bas à gauche correspond au nombre de charges élémentaires. Par exemple, l'électron n'est pas composé de nucléons, d'où la valeur 0, et il porte une charge électrique élémentaire négative, d'où la valeur -1. Le positon n'est pas composé de nucléons, et porte une charge élémentaire positive, d'où la valeur 1. Les isotopes. Prenons comme exemple de composition d'un noyau différents noyaux d'atomes de carbone. Le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12 possède 6 protons et 6 neutrons.
Le carbone 13 possède 6 protons et 7 neutrons, tandis que le carbone 14 possède 6 protons et 8 neutrons. On constate que ces trois noyaux possèdent le même nombre de protons et un nombre de neutrons différents. On dit que ces noyaux sont ceux d'atomes isotopes d'un même élément chimique. Désintégration radioactive. Parmi les isotopes du carbone, on distingue des noyaux stables dans le temps et des noyaux instables dans le temps. Le carbone 12 est un noyau stable dans le temps. Le carbone 13 est lui aussi un noyau stable dans le temps. Par contre, le carbone 14 est un noyau instable dans le temps, ce qui signifie qu'il subit une désintégration radioactive. Il s'agit de la transformation d'un noyau en un nouveau noyau avec l'émission d'une particule. Intéressons-nous à l'équation nucléaire de désintégration radioactive du carbone 14. Le carbone 14, appelé noyau père, va se transformer en un nouveau noyau qui est un noyau d'azote 14, appelé noyau fils. Cette transformation s'accompagne de l'émission d'un électron qui est une particule. Loi de conservation. On constate que les éléments chimiques ne sont pas conservés puisque l'élément carbone est consommé et que l'élément azote est produit. En revanche, on constate que le nombre de masses du noyau père est égal à la somme du nombre de masses du noyau fils et de celui de la particule. On dit qu'il y a conservation du nombre de masses. On constate aussi que le nombre de charges du noyau père est égal à la somme du nombre de charges du noyau fils et de celui de la particule. On dit qu'il y a conservation du nombre de charges. Exemple, intéressons-nous à l'équation nucléaire de désintégration radioactive de l'oxygène 14. Le noyau d'oxygène 14 se transforme en un noyau d'azote 14 avec l'émission d'une particule que l'on se propose de déterminer. Recherchons les nombres de masse et de charge de la particule. Appliquons pour cela la conservation du nombre de masse à notre équation. Le nombre de masse du noyau père 14 est égal à la somme du nombre de masse du noyau fils 14 et celui de la particule x. On obtient la valeur x égale à 0. Appliquons maintenant la conservation du nombre de charges à notre équation. Le nombre de charges du noyau père 8 est égal à la somme du nombre de charges du noyau fils 7 et celui de la particule y. On obtient la valeur y égale à 1. Ainsi, la particule est connue, possède un nombre de masse x égale à 0 et un nombre de charges y égale à 1. La particule inconnue possédant un nombre de masse x égale à 0 et un nombre de charges y égale à 1, parmi les trois particules qui nous sont proposées, nous identifions que cette particule est un positon. L'équation de réaction nucléaire s'écrit donc oxygène 14 donne azote 14 plus positon. À retenir, l'écriture conventionnelle d'un noyau de particules est la suivante, où A est le nombre de masse et Z le nombre de charges. Les noyaux isotopes sont tels que ils possèdent le même numéro atomique et des nombres de masse différents. La désintégration radioactive correspond à la transformation d'un noyau instable en un nouveau noyau avec émission d'une particule qui peut être un noyau d'hélium 4, un électron ou un positon. L'équation de désintégration radioactive, telle que celle de l'oxygène 14 en azote 14 avec émission d'un positon, respecte la conservation du nombre de masse et la conservation du nombre de charges. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La représentation symbolique d'un positon est... La bonne réponse est la réponse B. En effet, un positon possède un nombre de masse égal à 0 et un nombre de charges égal à 1. Question 2. Choisir la bonne réponse. L'équation de désintégration radioactive du noyau d'hydrogène 3 en noyau d'hélium 3 s'écrit. Appliquons la conservation du nombre de masse. On constate que les réponses A et B permettent de respecter cette conservation. Appliquons maintenant la conservation du nombre de charges. On constate que seule la réponse A permet de respecter cette conservation. La réponse à la question est donc la réponse A. Question 3. Choisir la bonne réponse. Le noyau d'uranium-238 se désintègre selon l'équation suivante. La particule émise lors de la désintégration radioactive est...
Appliquons à l'équation de réaction la conservation du nombre de masse. On obtient alors pour le nombre de masse x de la particule émise la valeur 4. Appliquons maintenant la conservation du nombre de charges. On obtient alors comme valeur pour le nombre de charges y de la particule émise la valeur 2. On en déduit que la particule émise est un noyau d'hélium 4. La bonne réponse est donc la réponse C. Voilà, bonne journée et à bientôt.